de démarrer notre conseil municipal. Je vous souhaite, un bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour le report d'une semaine de ce conseil municipal, mais j'ai dû m'isoler, et je ne me voyais pas ne pas être présent pour ce conseil qui est d'importance puisqu'il évoque notre situation budgétaire. Donc j'espère que ça n'a pas trop impacté vos propres agendas. Pour ce conseil, j'ai des procurations. Donc, Madame Gilles Audrey a donné procuration à Monsieur Sébastien Monturieux, Madame Fatima Magdad à Madame Eve Schumacher, Monsieur Deports-en-Part à Madame Lebrun et Madame Rossignol à Monsieur Leblond. On va désigner un secrétaire de séance. Donc, Madame Gilles n'étant pas là, c'est Monsieur Dorvet, c'est ça? Donc, Monsieur Dorvet, si vous acceptez, vous allez être notre secrétaire de séance. En ce début de conseil, moi, j'ai souhaité qu'on évoque la situation en Ukraine, et ce qui arrive au peuple ukrainien. Donc voilà, je vous ai diffusé un projet de vœux, que voilà, je vous propose de passer au vote ce soir et d'adopter massivement. Donc ça a fait l'objet d'allers-retours entre les différents élus. Donc je vous remercie parce que voilà, c'est de votre réactivité aux uns et aux autres. Ça a fait l'objet d'échanges de mails pendant le week-end, mais il nous semblait important de marquer notre solidarité et notre soutien pour une tragédie qui se situe au cœur de l'Europe et très proche de nos frontières. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous en fasse la lecture. S'il y a des interventions derrière, vous pourrez le faire. Donc, Champy, solidaire du peuple ukrainien, vœu du conseil municipal. Donc, depuis jeudi 24 février, l'Europe est touchée en son cœur par l'agression violente d'un pays contre un autre. Cette agression vise un pays souverain, mais également les fondements de la liberté et de la démocratie en Europe. Nous, élus de la ville de Champy, attachés aux valeurs de paix et de démocratie, dont l'identité est profondément européenne, condamnons cette invasion de l'armée russe au mépris du respect des traités et du droit international. Nous exprimons notre solidarité et souhaitons apporter notre soutien au peuple irakien qui fait face ukrainien, excusez-moi, il y a d'autres conflits plus anciens, mais qui sont toujours, excusez-moi, au peuple ukrainien qui fait face à cette offensive armée. Cette agression armée a déjà fait de trop nombreuses victimes, a provoqué un exode massif de la population, des destructions importantes. Elle fait peser un risque sur la liberté d'expression, le droit de manifester, le choix d'un peuple à décider de son avenir. Sensible à cette situation tragique, au drame humain qu'elle engendre, et à l'instar de l'Association des maires de France, nous souhaitons nous mobiliser, en lien avec les services de l'État, pour répondre à tous les besoins liés à ce conflit, notamment en contribuant à l'aide d'urgence en faveur du peuple ukrainien. Nous faisons appel à la générosité des Cantepiennes et des Cantepiens pour collecter des produits de première nécessité et nous aiderons à l'organisation de cette collecte. Champy pourra aussi, le cas échéant, et le moment venu, participer au devoir d'accueil de populations en danger. Donc voilà, s'ensuit les besoins de première nécessité qui ont été identifiés par l'Association des maires de France, mais qui peut aussi évoluer. Donc je propose pas d'en faire la lecture. Donc voilà comment est libellé ce vœu que je vous propose d'adopter, mais vous pouvez intervenir en sachant que à ce jour il s'agit bien d'un vœu de principe, mais la volonté c'est d'aller plus loin pour envisager l'aide qu'on pourra apporter nous, ville de Champy. Donc il s'agira derrière rapidement, mais on a déjà commencé à l'issue du bureau municipal ce soir, de travailler et communiquer dans les jours à venir sur l'organisation et les modalités de cette aide. Et on ne doute pas de l'élan de générosité qui va se mettre en place de la part des Cantepiennes et des Cantepiens. Donc voilà, je pense que ça pourra prendre la forme de dépôt de ces jeux de première nécessité. Peut-être qu'il est probable que lors du prochain conseil municipal, on mobilisera aussi une enveloppe de l'aide humanitaire internationale qui est déjà dans notre budget.
et puis voir quand même sur les conditions d'accueil, en sachant que voilà, le CCAS est déjà sollicité pour un couple d'Ukraine qui voilà, pour l'instant peut pas retourner ou s'interroge sur son retour dans ce pays qui était sur le territoire. Voilà, on va rester donc c'est pour les élus, ce sera Madame Laurent et Monsieur Monterieux qui sont les référents sur cette organisation, bien évidemment en lien avec les services. Donc voilà moi ce que je pouvais dire voilà pour la place de la ville de Chantepie. Donc je ne sais pas si ça suscite des interventions. Monsieur Caillard. Monsieur le maire, chers collègues, tout à fait d'accord avec l'expression de ce vœu. Moi, j'ai une proposition à faire dans l'esprit un peu de certaines communes qui ont installé un drapeau sur le fronton de leur hôtel de ville ou de leur mairie, d'en placer un aussi à Chantepie, parce que il me semble qu'il y a un côté visuel qui est important et que à chaque fois qu'un habitant passera devant la mairie, cela lui rappellera le drame que les gens vivent là-bas. Et en plus, vous avez parlé de familles ukrainiennes. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi qui seront très sensibles au fait de mettre ce drapeau pendant le temps qu'il faudra, parce que justement, ça, on en sait exactement, on en sait pour rien, quoi. Voilà, je voulais vous proposer de mettre l'installation d'un drapeau. Et je ne sais pas si déjà nous avons des drapeaux ukrainiens, parce qu'il me semble pas qu'on ait eu d'équipe de basket au tournoi international ukrainienne. Je ne me semble pas, mais c'est pas impossible. Monsieur Leblanc. Oui, alors je partage tout à fait la proposition de Michel Gaillard, mais c'est pas ça que je voulais intervenir. D'abord, je trouve votre initiative intéressante et le fait que nous ayons pu apporter notre pierre à l'édifice nous permet d'assurer et puis d'améliorer et finalement l'esprit de consensus autour de ce texte. Je vois que suite à nos échanges, vous envisagez ce qui est une bonne chose puisque nous l'avions proposé que une subvention puisse être mobilisée au titre de l'aide internationale humanitaire sur le budget de la commune, avec évidemment des questions qui nécessitent de prendre le temps de la réflexion, notamment à qui va-t-on la verser de manière à ce qu'elle soit utilisée évidemment dans l'esprit du vœu pour les besoins les plus essentiels de la population. Au-delà de cela, un certain nombre de communes ont commencé à envisager de manière symbolique un partenariat avec une commune d'Ukraine, de manière, sans forcément aller jusqu'au jumelage, à s'appuyer sur cette période de difficulté pour créer des liens particuliers avec des élus qui sont face à des difficultés que j'espère nous n'aurons pas l'occasion de connaître, mais qui en tout cas pour des élus municipaux sont d'un niveau de complexité important, qui ont la responsabilité de l'équilibre et du bien vivre de leurs habitants. Et donc, nous souhaiterions que la réflexion soit engagée sur un partenariat éventuel et qui sait, la paix étant revenue le jour venu, pourrait peut-être se transformer en un nouveau jumelage qui se fondrait sur des bases solides, puisque la solidarité est quand même au cœur des relations qu'on peut créer, développer et entretenir avec d'autres communes d'Europe, ici au sens géographique du terme. Merci de toutes ces propositions, effectivement, qui sont bien évidemment qu'on va regarder de très près. Donc pour le drapeau, non, Monsieur Caillard, on n'a pas l'ensemble de la panoplie des drapeaux mais on en a échangé effectivement au bureau municipal ce soir, voir si on pouvait s'en procurer un, et bien sûr que ça pourrait être hissé et bien mis sur le fronton de la mairie. Donc oui, on a regardé ça.
pour les propositions, effectivement, et notamment de liens avec les communes, faut qu'on garde ça. Je pense qu'on va aussi être en lien avec notamment l'Association des maires de France. Sans doute qu'il y a des partenariats qui peuvent aussi se créer. Il y a déjà, et bien évidemment, si on avance sur l'aide humanitaire internationale, bien évidemment, il faut qu'on réfléchisse à qui l'adresser et que c'est un réel et un vrai effet et que ça serve bien le peuple ukrainien. Donc voilà, on va se rapprocher. Je sais que l'AMF a aussi donné des liens avec l'ambassade ukrainienne. Donc c'est vraiment tout le travail qui commence voilà, qu'on va commencer à faire mais qu'on initie déjà par ce vœu. Donc je vous propose de l'adopter. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Eh ben, je vous remercie de cette très très belle humanité. Je pense que c'est aussi tous ces petits gestes-là qui vont se multiplier dans les jours, les semaines et les mois à venir, qui vont permettre à un peuple ukrainien de sentir toute la solidarité qu'on peut leur apporter. Je vous remercie. Monsieur Keller, vous pouvez éteindre votre micro. Pardon. On passe à la suite de notre conseil municipal. On va approuver le procès-verbal du conseil municipal du 24 janvier. Est-ce qu'il y a on n'a pas reçu, je crois, de demande de modification et de complément. Donc, je vous propose de l'adopter en l'état. Qui s'oppose, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Pardon, excusez-moi. Il reste de tout. On va passer maintenant notre rapport d'orientation budgétaire. Il va vous être présenté par Madame Mourion, qui est adjointe aux finances, et sera suivi d'un débat au sein de notre assemblée. Et ce débat, il va préparer le budget communal, qui lui sera présenté au prochain conseil municipal le 28 mars prochain. Donc les orientations budgétaires, voilà, vous avez déjà eu les éléments une partie des éléments qui vous ont été proposés. Ça a aussi été évoqué, bien évidemment, lors de la dernière commission finance. Démontre ce budget, il démontre une autre volonté d'une gestion à la fois rigoureuse et responsable. Comme lors du précédent exercice budgétaire, nous devons toujours faire face à des charges complémentaires et tout ça sera bien détaillé dans la présentation qui va suivre, des charges complémentaires qui sont toujours liées à cette crise sanitaire qui nous impacte, un environnement économique contraint qui n'est pas non plus sans conséquence sur nos orientations budgétaires avec la hausse des prix des fluides, on va le voir, qui auront un impact dans les années à venir, la revalorisation des salaires dans la fonction publique, un budget communal qui est impacté par l'investissement du blocage citadin, celui-ci il est nécessaire, mais mobilise notre principale capacité d'investissement pour les années à venir. Malgré tout, ces orientations budgétaires présentées, elles permettent de mettre en œuvre notre projet pour une ville durable et citoyenne. Et voilà, on va dans la poursuite du budget participatif, des travaux qui permettent des économies d'énergie, un ensemble de choses qui vont dans le sens de notre projet de mandat. Ce contexte et notre volonté de répondre aux besoins des Cantepiennes et des Cantepiens et les choix assumés par notre équipe font que cette année, on va aussi évoquer une hausse des taux d'impôt, qui on le sait, ne sont pas sans conséquences pour les habitants et notamment les propriétaires. Donc voilà, avant de laisser la parole à Madame Mourion, moi je souhaite déjà remercier les services qui, en particulier Madame Jeanne Thor, responsable du service finance, et son équipe pour la qualité du travail et de l'accompagnement qui a été fait pour préparer ce rapport d'orientation budgétaire. Et donc, je laisse la parole à Madame Mourion, dont je tiens aussi à souligner l'engagement et l'investissement pour préparer cette étape et les prochaines de notre cycle budgétaire. Je vous laisse la parole, Madame Mourion. Oui, je vous remercie. On va afficher le... Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Une rapide introduction par suite au préambule de Monsieur le maire. Donc la perspective présentée ce soir dans ce rapport d'orientation budgétaire 2022 démontre une volonté de maintenir une situation financière saine en tenant compte d'une crise sanitaire toujours en cours en 2022.
et en poursuivant un niveau d'investissement ambitieux avec plus de 3 millions par an d'investissement sur la période de 2022-2026. Cette prospective doit en effet relever le défi d'une augmentation de la population et des services associés, et de 2 investissements majeurs que sont le nouveau groupe scolaire, le nouveau équipement du cottage citadin, incluant un groupe scolaire et une halle sportive, et la rénovation de la place des Marraines. Cette prospective s'inscrit dans la continuité des décisions prises lors du vote du budget de l'année précédente, avec des hypothèses prudentes. Une bonne exécution budgétaire, comme conduite en 2021, nous permettra d'optimiser au mieux les dépenses tout en nous adaptant aux réalités de la commune. Je vais tout d'abord revenir dans une première partie sur les chiffres. Nous allons tout d'abord procéder à une revue des chiffres 2021 qui sont des estimés réalisés, mais qui permettra quelque part d'asseoir notre discussion par rapport aux chiffres de 2022 et au-delà. Une rapide situation sur la dette de la commune. Un rappel du contexte général de l'année 2022 qui s'annonce et qui va évidemment contraindre, en tout cas donner une forte orientation sur et une explication sur nos données, et ensuite passer en revue les orientations budgétaires sur le mandat 2022-2026. Donc, sans surprise, le budget 2021 a encore été fortement perturbé par la crise sanitaire. Mais néanmoins, notre résultat est resté maîtrisé avec une épargne brute de 1 million 24 grâce à des recettes exceptionnelles ponctuelles et des économies de charges. Donc, en regardant oui, je suis un peu mal pesée. Non, c'est bon, ça va aller. Je vais faire avec. Le budget de fonctionnement au niveau des dépenses. Donc, on arrive à un budget total estimé en recettes réelles de 8 937 qui est, on va dire, 5% en deçà du budget voté l'année dernière. Donc, un rapide tour sur les recettes d'investissement qui sont peu impactées par la crise sanitaire et qui restent stables en réel à 1,3 million. Et un budget d'investissement en dépenses réalisé à hauteur de 72% du taux de réalisation. Il s'agit essentiellement de dépenses décalées en partie du fait de la crise sanitaire des projets non réalisés. Donc, une rapide revue de la situation de la dette à Champy, qui reste assez similaire avec ce qui avait été présenté par rapport à l'année dernière, puisque la principale action a consisté, donc, au rappel, au remboursement des emprunts en francs suisses, les 2 emprunts. Donc, actuellement, un capital restendu de 6 100 000 avec un taux moyen de 2,65%. Donc, une durée moyenne de 4 ans. Donc, ce tableau est évidemment, ce graphique est évidemment théorique, mais montre une extinction de la dette d'ici 2025 sans recours nouveau à l'emprunt. Donc, rapidement, les créditeurs, rien de changé par rapport à l'année dernière. Nous restons toujours sur les mêmes sur les mêmes profils. Et donc, du coup, suite au remboursement des 2 emprunts en francs suisses, nous sommes maintenant donc, dans le respect de la charte de bonne conduite à 100%, ce qui nous positionne plutôt bien pour la série de négociations d'emprunt qui va débuter d'ici, on va dire, 6 mois, concernant, entre autres, le nouvel équipement du bocage citadin. Un rapide rappel du contexte général de l'année 2022. Donc, ça ne vous aura pas échappé que, voilà, actuellement, nous bénéficions d'une opportunité d'avoir des taux d'intérêt assez bas, moins de 1%, même si on observe déjà une amorce de remontée des taux.
d'accord, qui va nous impacter voilà, dans notre demande d'ici fin de l'année. Un indice des prix à la consommation, donc l'inflation de plus 2,8%, qui contraint énormément évidemment notre budget de charges à caractère général. Pour rappel, l'année dernière, nous étions à 0. Une revalorisation des bases fiscales qui est liée évidemment entre autres à l'inflation et qui va nous permettre en fait d'avoir un certain dynamisme en termes de recettes fiscales. Quelques valorisations d'indices, mais rien d'exceptionnel concernant les loyers, les bâtiments. Et j'attire votre attention sur la flambée des fluides, auquel tout particulier et évidemment toute commune est soumis depuis on va dire novembre de l'année dernière. Donc pour nous, le principal impact sera sur l'électricité, même si le gaz va également être impacté, mais on prévoit une grosse augmentation sur notre budget. Et il y a également, de par la loi, donc une réévaluation des salaires des catégories C qui nous impacte en termes de ressources humaines, de dépenses. Petit rappel sur les lois de finances 2022. La principale mesure qui nous impactera sera la réforme des indicateurs financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État en fait va revoir sa manière de calculer un certain nombre de dotations en intégrant de nouvelles ressources. Ces revalorisations de calcul en fait risquent de nous impacter fortement avec une diminution des dotations de l'État. Donc un risque de perte d'éligibilité du FPIC que nous avons déjà intégré dans le ROB à partir de 2023. Nous attendons également plus d'informations de la part de Rennes Métropole sur une réforme de la dotation de solidarité communautaire qui va évidemment potentiellement diminuer nos dotations. Sont reconduites à l'identique par l'État les mesures de soutien à l'investissement pour une enveloppe globale de 2,5 millions. Pour rappel, l'année dernière, nous avons pu bénéficier d'importantes subventions de l'ordre de 170 000 euros. Donc voilà, cette année, nous avons refait les dossiers. Évidemment, étant donné que ce n'est pas une ressource pérenne, enfin, en tout cas assurée, nous n'avons pas intégré ces subventions dans notre ROB, mais voilà, ça sera une amélioration de nos recettes. Un petit rappel sur la crise Covid. Donc, dans le GROD 2022 est considéré comme encore une année Covid, avec tout son lot de surcoûts, en fait, essentiellement RH et petit matériel. On a souhaité refaire un point sur la façon et en tout cas le montant des charges liées à la crise Covid depuis 2020. Donc, je vais juste m'arrêter sur le coût total Covid pour la collectivité sur 3 ans, donc de 2020 à 2022 en termes qui a été inclus comme hypothèse. Donc, c'est plus d'un demi-million. La grosse part revient au renfort RH. 97 000 en 2020, 175 l'année dernière et en hypothèse, en budget 182 cette année. Il monte à presque un demi-million le renfort Covid, le renfort RH Covid. C'est quand même une charge très importante pour notre budget RH. Nous avons également des charges générales pour 129 000 euros. Donc c'est vrai qu'en 2022, donc à partir de 2023, nous n'avons pas pris cette hypothèse. Espérons que nous n'aurons pas à revoir notre position l'année prochaine, mais pour le 2022, nous sommes encore dans l'hypothèse d'une année Covid. Donc, je vais vous présenter maintenant les orientations budgétaires 2022-2026. Donc, nous avons donc essayé d'optimiser au mieux nos dépenses de fonctionnement afin de dégager une épargne brute de 1,5 million en 2022 pour soutenir nos investissements et maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Il est vrai que les investissements majeurs qui vont arriver sur cette période vont évidemment, nous allons avoir un gros recours à l'emprunt pour les subventionner, mais nous avons fait en sorte de toujours rester en deçà d'une capacité de désendettement de 10 ans. Actuellement, pour rappel, elle est de 4 ans. Donc, nous avons sur cette période
eu comme objectif de maintenir notre approche mise en place en 2021, donc maîtriser des postes de fonctionnement, être offensif sur notre politique d'achat, essayer de minimiser au mieux les impacts Covid de notre fonctionnement avec une maîtrise des dépenses. Et nous avons continué notre politique RH engagée l'année dernière, à savoir une politique de titularisation afin de stabiliser les équipes. Et la précédente période, en tout cas janvier 2022, nous a montré à quel point il était important de stabiliser les équipes, entre autres les équipes périscolaires. C'est ce qui nous a, entre autres, permis de maintenir au mieux les services auprès des campions. Donc, une nouveauté cette année, c'est diversifier et augmenter nos recettes. Donc, je vais y revenir en détail par la suite, mais l'Europe va présenter une augmentation de 3% de la taxe foncière pour les propriétés bâties et non bâties. Et une potentielle augmentation de 3% sur ces mêmes taxes en 2023. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter lors du RAB 2023, à savoir nous réévaluerons la nécessité de le faire ou pas à ce moment-là en fonction des chiffres et de la situation financière de la commune. Donc nous sommes toujours aussi dans une recherche d'optimisation de la gestion de notre patrimoine dormant et recherche de nouveaux financements. Donc, taxe foncière, pourquoi cette décision? Donc, vers une nécessaire adaptation. Notre objectif est bien de conserver une situation financière saine pour la commune et prudente en lien avec la réalité, entre autres évidemment la crise sanitaire. Ces réalités sont une très forte augmentation, comme on en a discuté précédemment. Cette augmentation des fluides induira une inflation supérieure aux années précédentes. Pour rappel, malheureusement, les micros ne sont pas inclus dans l'investissement de cette année. Là, on a un petit... Non. Non, c'est bon. Je vais essayer avec celui-ci. Je te remercie. Donc, qui induira une inflation supérieure aux années précédentes, donc de 2,8 en 2022. Des investissements lourds, un nouvel équipement, donc au bocage citadin, l'aménagement des centres-villes, place des Marelles, les aménagements en lien avec l'arrivée du tram-bus. Et également pour de nouveaux services aux habitants, une nouvelle école, une halle sportive, un centre de loisirs. Les services impacteront également nos dépenses de fonctionnement, évidemment. Donc, pour petit rappel, la commune a investi en moyenne 1,3 million par an sur 2017-2021, quand elle planifie d'investir 3 millions par an sur la période 2022-2026. Et donc, nous nous devons de tenir évidemment face, de tenir compte de ces réalités. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision d'une nouvelle politique fiscale. Donc voici en fait un focus sur les recettes, incluant cette augmentation de 3%. Donc non, je cherche le bouton plus, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc nous sommes actuellement à un taux de taxe foncière de 38,71. Pour rappel, parce que vous allez voir le 18,80 ici, il s'agit de l'addition de la part communale et de l'ancienne part départementale. Ça ne signifie pas qu'en 2020-2021, nous avons augmenté les impôts, bien évidemment. Nous avons simplement inclus la part départementale en remplacement de la suppression de la taxe d'habitation. Il s'agit de la résultante, en fait, de la réforme fiscale introduite par le gouvernement. Donc, en fait, nous partons de 38,71 avec une première augmentation à 3% en 2022, qui conduit à 39,87%, et potentiellement une augmentation encore de 3% qui nous conduira à un taux sur le bâti en fait de 41%, qui est étendu jusqu'en 2026. L'impact de cette décision communale d'augmentation pour les propriétaires est estimé en gros à 25 euros par an sur la période pour une maison et 18 euros par an pour un appartement. Nous avons pris dans nos calculs
on va dire, ce qu'on appelle des appartements et des maisons de long terme, qui sont des prix en fait communément admis par le Trésor public et l'Audiard pour faire une estimation des calculs. Ces deux augmentations sur l'année 2022-2026 apporteront des recettes supplémentaires sur la période de 1,5 million pour la collectivité. Donc, si j'intègre cette nouvelle donnée, j'obtiendrai en effet les chiffres ici, donc tiennent compte de ces deux augmentations sur l'année 2022 et 2023, qui nous donne cette courbe sur les recettes réelles de fonctionnement. Donc, cette courbe inclut bien donc, les deux augmentations. Elle inclut deux sessions immobilières en 2022-2023. En 2022, il s'agit d'une session déjà engagée qui est le 13 bis rue des Landes, dont on a déjà discuté en conseil précédemment. Et en 2023, il s'agit du 83 avenue André Bonin. C'est un projet qui est en cours d'étude. Donc, pour rappel, il n'y a pas eu de contribution de ZAC Rive du Bleu en 2021, ce qui explique le creux ici. Donc, si je n'ai pas d'une erreur de parcours, cette contribution a été reportée l'année suivante. Elle a été étendue jusqu'à 2026 pour un montant de 488 000 €. Donc, voici maintenant un focus sur les dépenses RH. Donc, comme précédemment expliqué lors de l'introduction, en fait, il n'y a pas de nouveauté dans le budget RH, en tout cas pas en termes de décision politique. Nous sommes dans la continuité de ce qui avait été présenté et décidé en 2021. La nouveauté, malheureusement, qui nous impacte, c'est d'un ensemble de charges imposées au niveau national qui ont fortement contribué à l'augmentation des ressources humaines en 2022. Donc, si j'inclus en fait ce qu'on appelle le renfort Covid, qu'on a estimé à 190 000 € cette année, et des charges au niveau national qui sont à peu près de 97 000, j'atteins quasi la totalité en fait de l'augmentation des ressources humaines entre le réalisé 2021 et le budget 2022. Autre point qui s'est également imposé à nous, c'est la récupération ponctuelle de la ressource de la régie cantopienne, qui a été, pour des raisons, on va dire, techniques, inclus dans notre budget, mais qui est rattrapé dans une autre ligne budgétaire, mais qui, du coup, se traduit par une hausse au 0,12. Nous poursuivons, donc, comme dit précédemment, notre politique de titularisation et nous confirmons le renfort RH en informatique que nous avions déjà intégré dans notre budget l'année dernière, mais que nous n'avions pas pu réaliser. D'ailleurs, à ce sujet, l'offre, en effet, est lancée pour un remplacement aussi d'ici à mi-année. Et donc, ces chiffres incluent également, à partir de 2024, la montée en charge du fonctionnement du groupe scolaire, avec ses ATSEM, ses personnels de restauration et de nettoyage. Et la politique d'études dirigées, oui, qui est poursuivie en effet. Et qui inclut du coup, à partir de septembre 2022, le CE1 et le CE2. En plus du CP déployé en septembre de l'année dernière. Donc, ça se traduit par ces chiffres, je ne vais pas forcément tous les détailler, mais on voit bien en fait, le jeu des mouvements entre titulaires et contractuels, vient en partie des différentes postes déprécarisés. Donc, en 2022, nous en avons 3 dans le secteur de l'animation, 3 en 2023. Et on voit en fait donc pour un total en fait de 9 en animation et 2 en restauration sur le mandat. Et 2024, donc on voit une augmentation des titulaires liés au groupe scolaire. Donc un petit rappel, on a passé en novembre 2021 la nouvelle réglementation du temps de travail qui fixe à 1607 heures la durée hebdomadaire, la durée annuelle pour les agents. Donc ça veut dire que voilà, pour un nombre équivalent d'agents, nous avons un gain de
c'est-à-dire de productivité, en tout cas de temps de présence sur le travail, sur le lieu de travail. Un rapide rappel donc de ce que ça donne en termes des grandes masses des dépenses. Donc on a parlé, pardon. Donc voici les charges à caractère général. Voilà, les charges de personnel qu'on a revues tout à l'heure et que j'ai remis dans le tableau, ce qui donne en fait un total de dépenses réelles de fonctionnement comme présenté dans ce graphique. Donc assez linéaire, en ligne avec, on va dire, la montée des services et la montée de la population. Donc jusqu'à 2022, la crise sanitaire est incluse, montée en charge du groupe de fonctionnement et contribution ZAC Cœur de Ville de 200 000 euros 2023, 2024 et 2026. Pour rappel, nous n'avons pas versé au final la contribution ZAC Cœur de Ville en 2021 suite à un décalage des besoins. Donc, en conclusion, donc en tout cas pour la partie fonctionnelle, nous arrivons à donc à une épargne brute, comme annoncé précédemment, de 1,5 million, qui baisse un peu, mais qui se maintient à peu près, on va dire, au-dessus du million sur les années qui viennent, entre autres grâce aux recettes, et donc une épargne nette. Ici est fortement impactée par le début des emprunts souscrits pour le groupe scolaire. Donc, on passe maintenant au budget d'investissement. Donc, petit rappel, axe stratégique. Donc, inscrire la commune et ses habitants dans la transition écologique pour un environnement durable, rénovation énergétique de nos bâtiments, entre autres l'école des Deux Ruisseaux par pan, et négocier l'enveloppe voirie pour Rennes Métropole pour des déplacements doux. Il est clair que la partie voirie ne figure pas dans notre PPI en soi, mais nous avons une vraie action en fait de discussion, de négociation pour mettre nos propres priorités, nous en tant que commune, sur ce sujet. Développer et améliorer la relation citoyenne, comme nous l'avions fait depuis l'année dernière, faire émerger la démocratie participative avec des outils, un cadre et notamment un budget participatif que nous reconduisons cette année. Favoriser le bien-être, le bien-vivre ensemble, rénover et renouveler les espaces publics en lien avec la population. Donc, accompagner le développement de la pratique sportive, culturelle, associative, extension de la médiathèque, projet d'automatisation et RFID. Donc, on poursuit ce projet initié l'année dernière. Aménagement d'une nouvelle salle à l'usage des associations, qui est à côté du pôle CCAS. Renouvellement des équipements sportifs, dont le praticable de gym. Accompagner l'évolution de la population Camp-de-Pied et de ses besoins. Ouvrir une nouvelle école, donc une halle sportive. Donc, il s'agit du nouvel équipement du public du bocage italien. Infrastructure, planifier l'extension du cimetière et prévoir la modernisation informatique des écoles et de la collectivité. Donc, en chiffres, voici ce que ça signifie. Donc, je vais juste détailler essentiellement l'année 2022. Donc, on a en fait ici notre nouvel équipement du bocage citoyen. Actuellement, nous sommes en cours d'appel d'offres et nous attendons donc les résultats pour réévaluer éventuellement ce montant. Nous avons initialisé l'année dernière l'informatisation des écoles et nous la poursuivons et il reste un delta de 13 000 à payer en 2022, incluant les subventions qu'on avait reçues. Nous avons un projet de modernisation des serveurs. Il est vrai que l'infrastructure de la collectivité nécessite un renouveau des équipements. Et nous avons également un renouveau de notre logiciel RH suite à de gros problèmes avec le fournisseur actuel. Nous devons changer de logiciel. Le budget participatif, lui, est reconduit sur le même montant. L'extension du cimetière, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui apparaissait déjà dans notre PPI et que l'année dernière a été l'objet d'études. Et donc cette année, nous sommes dans la phase de réalisation. Et donc le projet RFID de la médiathèque, nous avons remis 45 000, qui est la somme totale, tout simplement parce que même si le projet a été initialisé en fin d'année dernière, nous n'avons toujours pas payé en fait le facture. Des restes à payer essentiellement. Et donc concernant les autres investissements récurrents, nous sommes sur
sur une reconduction à l'identique de ce qui avait été décidé l'année dernière, à l'exception de 2 lignes qui sont l'équipement gym, le praticable, qui va être dépensé voilà, pour 44 000 € cette année, et un relevage de l'orgue qui devait déjà être fait depuis quelque temps, mais qui a été décalé avec la crise, et donc nous avons réinclus dans le budget. Et donc, ici, nous avons mis, alors même s'il n'y a pas de projet prédéfini, mais nous souhaitons en fait pouvoir nous laisser l'opportunité d'acquérir en fait un bien si besoin, voilà, à hauteur des ventes déjà, enfin, à hauteur de 450 000 €. Donc, en termes de conclusion, donc voici ce que ça donne en termes de dette. Donc, on voit bien ici que on arrive à un point culminant puisque 2022, on va commencer le début des négociations d'emprunt et on va commencer les premiers emprunts. Il va y avoir le gros de l'emprunt ici, encore une partie ici. Donc, voilà, avec logique, la courbe va augmenter et on a fait en sorte, en tout cas dans nos chiffres, de ne pas dépasser les 10 ans de désendettement, de capacité de désendettement pour maintenir ce qu'on considère comme des finances saines pour la commune. Et donc, vous avez le détail en fait des nouveaux emprunts ici, dont on a discuté. Donc, vous voyez, 2022-2023, enfin 2022, 23, 24, en fait, essentiellement pour répondre à l'investissement du nouvel équipement public. Et donc voilà, en conclusion, donc après avoir fait face à 395 000 € de dépenses Covid ces 2 dernières années, une forte augmentation des prix, notamment à celle des gaz et de l'électricité, à l'inflation. Tous ces éléments vont nécessairement impacter le budget de fonctionnement de la commune et diminuer notre capacité d'autofinancement. Des augmentations de charges de personnel sont également à prévoir, à la fois pour le Covid et ensuite pour le nouvel équipement du boucage. Donc, des investissements importants à venir sont ambitieux. 10 millions d'euros hors taxes pour le nouveau groupe scolaire et la sportive, l'extension du cimetière, l'entretien et l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, qui est d'autant plus nécessaire quand on voit l'augmentation des fluides auxquels nous sommes soumis. Extension de la médiathèque, nouvelle salle pour les associations, 1 million pour refaire la place des Marelles. Donc tous ces éléments assez contraints nous obligent à augmenter le taux communal des taxes foncières, plus 3% en 2022 et potentiellement plus 3% en 2023. Et donc, comme discuté tout à l'heure, donc cette augmentation du taux d'imposition communale sur le foncier ne concernera que les propriétaires et encore même pour rappel, les propriétaires de logements neufs sont en partie exonérés sur 2 ans. Et donc, ça résultera à une augmentation de plus 15% par an pour un T3 et plus 25% par an pour une maison. Et donc, oui, pardon. 25 € par an. Excusez-moi. Elle permettra de maintenir, c'est la dernière page. Elle permettra de maintenir un taux d'endettement raisonnable et une démarche financière que nous jugeons responsable. Je vous remercie. Merci Madame Ourion pour cet exposé très clair et qui me semble complet et qui permet d'ouvrir le débat sur les orientations budgétaires qu'on vous propose. Voilà, qui souhaite intervenir, Monsieur Kerbeuf et pardon, Monsieur David et Monsieur Caillard. Monsieur Kerbeuf. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes dans le 2e exercice budgétaire de votre mandat. L'année passée, j'avais voté en ce qui me concerne contre le budget 2021 que vous nous aviez proposé, principalement pour 2 raisons. La première, c'était l'absence de planification pluriannuelle de nos finances à l'échelle du mandat. Rappelez-vous, les simulations communiquées n'allaient alors pas au-delà de 2024. Et la seconde raison était, à mon sens, l'augmentation trop rapide des dépenses de personnel. À l'occasion de ce débat budgétaire 2021, il y a 1 an, j'avais renouvelé ma demande formulée dès l'été 2020 d'un audit général du contexte financier de notre ville, afin, je cite, que les prochains budgets, à partir de 2022, s'inscrivent bien dans une approche globale
et non une logique à trop court terme qu'in fine, le contribuable sera amené à payer. In fine, le contribuable sera amené à payer, je ne pensais pas que ce in fine arriverait dès 2022. En effet, vous annoncez à tous les propriétaires de fonciers bâtis et non bâtis de Chantepie une augmentation de leur taxe de 3%. Elle vient s'ajouter à une augmentation des bases de 3,4% qui, elle, est décidée par le législateur. On n'a pas prise dessus, mais n'empêche qu'elle est importante. C'est donc au total une augmentation sensible dans une période où tous nos concitoyens subissent aussi la forte inflation que l'on voit monter un peu plus chaque mois. Et puis certainement à nouveau 3% en 2022, sans que l'on sache à ce moment-là quelle augmentation des bases décidera le futur Parlement, qui sera élu au mois de juin. Alors moi je suis très surpris car en février 2021, en l'occurrence c'était Monsieur le Premier adjoint qui déclarait en votre nom souhaiter reprendre quelques points, je cite, puisque la prospective correspond aussi à des choix politiques assumés. Il indique qu'afin de maintenir la stabilité des tarifs pour les familles et les usagers, la non-augmentation des taux d'imposition, et cela se ressent dans les démarches qui peuvent être dégagées. Il rappelle que c'est un choix assumé. Puis en mars 2021, à nouveau, je voudrais aussi faire une remarque qu'en ce début de mandat, et ce malgré la conjecture, nous n'avons pas augmenté cette année les taux d'imposition. Les Cantepiens pourront le remarquer sur leur fiche d'imposition. C'est un choix assumé pour cette année de ne pas augmenter les impôts pour les Cantepiens. Alors avec le recul, moi, je suis convaincu que nous aurions pu, dès 2021, prévoir ou anticiper le resserrement des contraintes financières que vous décrivez de manière fort détaillée dans le rapport d'orientation budgétaire 2022, et ce faisant ralentir dès alors, le rythme des dépenses nouvelles que vous avez engagées. Et c'est vrai qu'en général, les équipes nouvellement installées, à leur empressement de mettre en place leur mandat, c'est partie légitime, mais en partie aussi, on en a aujourd'hui des conséquences. Alors, nous disposons dès à présent d'une prospective à l'échelle 2026. C'est un progrès, je le salue. J'aimerais cependant m'assurer qu'on n'ait pas une guerre de retard à chaque fois et que cette prospective soit bien adossée à une véritable analyse de tous les opérations d'urbanisme, notamment. C'était dans ma proposition de l'été 2020, d'avoir une vision globale du risque financier, y compris sur des opérations de toute nature et notamment d'urbanisme, parce qu'à part quelques articles publiés dans la Chanterelle et Ouest France, je n'ai pas connaissance que le conseil municipal ait été informé d'un prévisionnel de livraison de logements dans la commune, ou en tout cas d'une analyse globale, avec les éléments dont on dispose, bien sûr, ça reste de la prévision, mais c'est l'intérêt de l'exercice qui compte plus parfois que les chiffres que l'on fait apparaître. Donc une analyse des coûts d'aménagement à l'horizon 2026. Alors vous l'aurez compris, je reste circonspect sur le timing de cette soudaine hausse de la fiscalité, compte tenu notamment de l'augmentation des bases, 3,4%, qui est un niveau inédit. D'habitude, le Parlement vote modestement 1 à 2% d'augmentation. Il y a eu, de la part du législateur, une volonté de rattraper les coûts du Covid, donc une augmentation des bases forte. Et puis, surpris aussi, parce que dans le même contexte, on a vu une rupture dans la politique tarifaire de la commune. Le tarif restait très faible et on a vu un mouvement d'augmentation avec ce qui a été voté sur la restauration scolaire. À ce stade du débat, cette augmentation des impôts me semble prématurée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur David, je vous laisse la parole. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Bon, déjà, je voudrais m'associer à vos remerciements concernant l'exercice. Je soutiens aussi à l'appui du service financier pour cet exercice difficile. Alors, j'ai plusieurs remarques. J'en ai déjà une sur la forme, parce que je trouve qu'il est plus qu'étonnant que vous ne présentiez aucune rétrospective, et même pas à minima la réalité des investissements qui ont été constatés sur la période 2020-2021, pour qu'on puisse mieux apprécier en fait la pertinence des évolutions que vous nous proposez pour la période 2022-2026. Et je pense que, comme le conseil municipal, je me pose la question de comment est-ce que le conseil municipal, et je pense plus particulièrement à nos nouveaux collègues, qui n'ont pas eu l'historique en fait de l'ancien mandat, je me demande comment ils peuvent se forger une opinion avisée sans aucun référentiel sur l'avancement des investissements déjà engagés et sur la réalité des investissements récurrents.
D'ailleurs, je voudrais réitérer mon souhait que j'avais déjà exprimé l'an dernier, d'avoir accès en fait au rapport de prospective de finances actives. C'était un exercice qui était pratiqué dans le précédent mandat, chose qu'il est toujours pratiqué actuellement, parce que vous annonciez que vous avez rompu la prestation de finances actives, que je la trouvais très intéressante et je me faisais peur en tout cas de la présenter à mes collègues en commission finance. Je pense que ça donnerait un éclairage plus avisé sur ce qui se dessine en termes de projection budgétaire, en particulier eu égard à ce qu'il y a de réaliser, et puis ça donne aussi un certain nombre d'éléments un peu plus objectifs, en particulier sur les données d'endettement et de capacité financière future de la commune, évoquait mon collègue. Alors concernant cette réalité pour les dépenses récurrentes, moi je souhaite m'attarder sur deux chiffres. Deux chiffres et une remarque. Deux chiffres. L'enveloppe allouée à l'entretien de notre patrimoine communal et celui de la préemption urbaine. Et quant à la remarque, je vais vous la faire tout de suite. Moi, je ne vois rien dans la PPI qui concerne ce que vous avez conclu en termes d'investissements nouveaux, c'est-à-dire l'entretien et l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, l'extension de la médiathèque, la nouvelle salle pour les associations, tout ça. Moi, j'ai rien vu dans votre PPI. Je ne sais pas où c'est provisionné financièrement parlant. En tout cas, ça n'apparaît pas explicitement dans la PPI, ce qui serait, je pense, en tout cas, la moindre des choses. Alors, concernant l'entretien de notre patrimoine communal, que vous avez évoqué dans la PPI, c'est-à-dire l'ensemble, je rappelle quand même que c'est l'ensemble des bâtiments de notre ressort, que ce soit les complexes sportifs, les écoles, les immeubles associatifs, la mairie, etc. La moyenne constatée pour ces dépenses sur la période 2014-2019 a été de 350 000 euros. À la louche, hein, c'est exactement 344 500 euros. Et à peu près 150 à 180 000 euros de dépenses de fonctionnement concernant ces bâtiments. Donc, compte tenu de cette situation constatée lors du mandat précédent et évidemment de la nécessité d'investissement croissant, je pense en particulier à ce que vous avez évoqué sur l'entretien et l'amélioration des performances énergétiques, entre autres, mais aussi pour son maintien en condition opérationnelle, parce que c'est quand même des bâtiments pour partie qui ont une certaine vétusté, une vétusté qui s'accroît. Eh bien, nous avions considéré de faire évoluer cette enveloppe pour la passer de 350 000 euros à 400 000 euros dans notre première PPI pour le mandat en cours, tel que on avait exposé en 2003. Or, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Eh bien, vous nous proposez une inflexion significative de cette enveloppe d'investissement pour nos bâtiments, puisque vous réduisez en fait son enveloppe à 300 000 euros par an. Alors moi je m'interroge, et je pense qu'on peut s'interroger sur cette réduction de 25% par rapport à la PPI initiale, hein, qui avait plutôt prévu une augmentation compte tenu des nécessités liées à l'entretien de ces bâtiments. Et elle est plus que surprenante parce qu'elle ne couvre même pas le constaté des années passées. Et je pense que vous êtes au moins aussi averti que moi par les services techniques que l'entretien de nos bâtiments coûte cher et continue d'avoir un coût conséquent, significatif. Et c'est d'autant plus contradictoire que vous avez mentionné dans votre programme, entre autres, cette politique ambitieuse de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Alors moi, je me demande bien comment vous allez la financer. En réduisant l'enveloppe, qui n'est qu'une enveloppe d'entretien des bâtiments, de 350 000 euros à 300 000 euros. Voilà. Donc, moi, je m'inquiète de cet impact et de votre capacité, effectivement, à soutenir cette promesse de campagne. Donc, voilà. On souhaiterait, en tout cas, émettre le souhait d'un maintien à minima de l'enveloppe qui a été constatée ces 5 dernières années pour ne pas nuire, en tout cas, à l'opérationnalité de nos bâtiments communaux, c'est-à-dire de la maintenir au moins à 350 000 euros. Alors, concernant la préemption urbaine, vous avez mentionné une enveloppe de 450 000 euros en 2022. Je pense qu'elle est fléchée, contrairement à ce que vous avez fait. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a aucune provision possible au-delà de 2022. Est-ce que ça peut rester réaliste sur les 5 ans? Je pense que c'est une interrogation légitime. Et je pense qu'il aurait été prudent d'y allouer une enveloppe, même si elle n'était pas à vocation d'être consommée. Mais vu ce qui se passe régulièrement en termes d'opérations non maîtrisées sur la commune, ça permet une intervention. Là encore, c'est votre décision de ne faire aucune provision.
Moi, je trouve que c'est pas cohérent avec votre promesse de campagne qui est de maîtrise de l'urbanisation, dont en particulier celle qui intervient en zone non concertée. Et d'ailleurs, vous n'avez non plus pas fait mention de l'incidence d'une contribution supplémentaire de la commune à l'équilibre de la ZAC centre-ville. Je trouve qu'une partie de ce canton pourrait aussi se faire via la ZAC du centre-ville. Il n'y a aucun chiffre, a priori, dans votre pays, cette contribution supplémentaire qui devrait être assumée sur la période. Enfin, je souhaite revenir sur l'enveloppe financière que vous allouez au budget participatif. Vous avez une enveloppe d'investissement de 50 000 € par an, soit 250 000 € sur le mandat, ce qui est une enveloppe très généreuse, qui a un impact sur les finances. Vous avez mentionné tout à l'heure les 3% d'augmentation de la fiscalité qui nous donne, je crois, 350 000 € de recettes supplémentaires. On voit tout de suite que 250 000 € là, vont avoir le bénéfice de cette augmentation de la fiscalité. Mais ça ne représente, à mon sens, que le montant qui est réellement alloué à l'investissement. Donc, qu'en est-il du budget total qui est consacré à ce programme? Parce qu'a priori, il conviendrait aussi d'y ajouter cette enveloppe d'investissement en cours, le coût RH lié à la gestion administrative de ce budget, les coûts RH liés au temps consacré par les agents des services techniques pour les travaux associés. Je pense que ces coûts additionnels devront bien être compensés par ailleurs, sauf si vous avez effectivement de la bande passante disponible sur les agents, mais ça m'étonnerait. Et puis tous les autres coûts liés connexes, liés à l'animation, la communication, etc. Donc, en fait, l'interrogation, et l'information qu'on aimerait savoir, c'est combien représente effectivement ce programme avec tous ces coûts connexes. N'avoisine-t-on pas plutôt les 100 000 € par an plutôt que les 50 000 € qui seront budgétés dans la PPI? Je pense que nos administrés méritent une plus grande transparence financière sur cet engagement, d'autant plus que vous leur imposez par ailleurs une augmentation conséquente des impôts. Alors ça me conduit à évoquer votre politique fiscale. Et mon collègue l'a rappelé, mais lors de la présentation du ROP 2021, le 2 février 2021, vous nous annonciez, je cite votre présentation de l'an dernier, politique de stabilité des taux d'imposition communaux. Une affirmation qui était certainement en soutien de votre promesse de campagne très explicite sur le sujet, pas d'augmentation des taux d'imposition sur le mandat. Donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui de cette affirmation sur cette stabilité fiscale? La force est de constater qu'en un an, cette politique de stabilité fiscale que vous avez pourtant annoncée dans votre programme, réitérée lors du ROP 2021, est rapidement enterrée. Que cette promesse se transforme in fine en deux hausses successives de la taxe foncière, 3% en 2022, 3% en 2023, hausse que vous nous soumettez, auquel il convient effectivement d'ajouter l'augmentation mécanique des bases d'imposition, qu'elle sera de 3,4% en 2022, comme l'a rappelé mon collègue Alban Kerveux. Donc, comme quoi, votre promesse de campagne de stabilité des taux d'imposition communaux est vite oubliée. Alors, y en aura-t-il d'autres qui seront soumises au même sort? Et là, je reviens à mon interrogation sur le fait que vous n'avez absolument pas provisionné quelconque investissement sur les autres engagements que vous évoquiez à la fin de votre présentation. Quant au fonctionnement, alors il y a un chiffre qui nous interpelle, c'est celui de l'évolution des charges de personnel. Et donc à nouveau, je reprends votre prospective de l'an passé, dans laquelle vous nous évoquiez des charges de personnel en hausse de 4,8 millions d'euros en 2020, avec une augmentation récurrente année après année, pour atteindre 5,3 millions en 2024. Quand même 9,5% de croissance sur la période 2020-2024. Pas négligeable. Qu'est-ce que vous nous présentez en 2022? C'est-à-dire une année plus tard, c'est-à-dire 12 mois plus tard, eh bien, ce n'est plus 5,3 millions d'euros en 2024, mais c'est 5,5 millions d'euros en 2024. C'est 180 000 € supplémentaires par rapport à votre prospective 2021. Alors, j'ai pris volontairement le chiffre de 2024 pour faire abstraction de l'incidence Covid. Parce que je comprends que 2021, 2022 soit une période un petit peu compliquée pour s'y retrouver dans les chiffres entre ce qui est un investissement récurrent, ce qui est un investissement ponctuel, ce qui a été compensé, pas compensé, etc. Mais ajouter 180 000 € à votre prospective de l'an passé, qui est déjà significative, c'est déjà en croissance donc de 9,8%, c'est trouver 1 million d'euros supplémentaires, 1 million d'euros supplémentaires de financement sur les 5 ans. Pas négligeable, 1 million d'euros.
Bien évidemment, bon, ne connaissant pas tous les détails liés à votre politique RH, il est difficile d'exprimer un avis qui soit suffisamment éclairé sur la rationalité sous-jacente et les économies possibles. Mais je voudrais attirer simplement l'attention des collègues sur cette augmentation conséquente et son impact à terme sur nos équilibres financiers. D'autant plus que vous conduisez une politique agressive de titularisation. Or, comme vous le savez, les dépenses de personnel du collectivité sont difficilement compressibles, voire impossibles à réduire. Donc ça veut dire que ce million d'euros, de toute façon, s'il est engagé, il devra être assumé sur le long terme. Enfin, sur l'endettement, bon, pas de miracle. Il n'y en avait pas pour nous, il n'y en a pas pour vous. Donc ça, je crois qu'on est tous à la même enseigne. Quelle que soit l'équipe municipale au service des camps de Piens, l'équipement du blocage citadin va sérieusement impacter notre niveau d'endettement. Nous l'avions annoncé, vous le confirmez. Je dirais simplement que, heureusement que nous avons nous-mêmes augmenté les impôts au début de notre mandat 2014-2020 et de contenir nos dépenses de fonctionnement, car cette politique vous permet aujourd'hui d'hériter d'une situation saine et devrait vous permettre d'envisager un endettement soutenable. Le seul point, je dirais, qui nous diffère, c'est que nous, on n'avait jamais programmé on n'avait pas fait de promesse de campagne pour ne pas augmenter la fiscalité, alors que vous en avez vraiment fait. Bon, ceci étant, malgré cette augmentation des impôts, vos marges de manœuvre restent extrêmement faibles, avec l'épargne nette qui devient critique dès 2024. Et là, j'ai une interrogation sur votre doctrine d'endettement. Vous faites le choix d'une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Je pense qu'on peut s'interroger sur cette doctrine de maintenir en fait cette capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Parce qu'en fait, in fine, qu'est-ce qui c'est pas la capacité de désendettement de 10 ans, ça c'est de l'approche comptable. Ce qui compte, c'est la capacité à honorer la dette, et que ce soit sur 8, 10 ou 12 ans. Parce que en face de la dette, qu'est-ce qu'on a? On a un équipement de structure, un équipement structurant pour la commune, dont l'opérationnalité va être au moins sur 30 ans. Ce qui veut donc dire qu'à mon avis, et à mon sens, il n'y aura aucun problème pour élargir, je dirais, la capacité de désendettement à 12 ans, voire même plus, parce qu'en face, ce qui la justifie, c'est un équipement qui va s'ancrer dans la commune sur un long terme, voire même emprunter sur plus long terme. Je pense que là, on touche du doigt les leviers financiers que vous pourriez avoir si effectivement vous lâchez du lest sur le désendettement. Je pense que lâcher du lest sur 1 ou 2 ans de désendettement, ça permettrait une meilleure capacité de financement sur d'autres projets et ça donnerait, je dirais, un petit peu d'air concernant, je dirais, des investissements voilà, qui pourraient aussi intervenir et qui n'auraient pas forcément été envisagés. Donc voilà, donc je pense que c'est un point, je pense que c'est un point politique important et on souhaitait en tout cas l'évoquer dans le cadre de ce que on est bien dans une expression du ROB, hein, on est bien dans un débat, on n'est pas dans un vote. Donc voilà, en conclusion, bien, je pense qu'il vous reste à démontrer que vous saurez effectivement faire preuve d'autant de rigueur dans le suivi de cette prospective et effectivement gérer avec efficience les dépenses communales, comme nous avons pu le faire lors des 2 mandats précédents, et surtout sans compromettre la qualité des services proposés, et évidemment le maintien en condition opérationnelle de nos bâtiments, et j'insiste sur l'enveloppe des bâtiments, qui avait significativement réduite, à mon avis, n'est pas tenable compte tenu des autres engagements que vous avez pris. Merci. Merci, Monsieur David. Monsieur Caillard. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, dans une assemblée, le débat donc, sur le budget est un moment important, car il augure des choix qui seront faits pour l'avenir. La question qui est souvent posée est: allons-nous ou vont-ils, suivant le côté où on se place, augmenter les impôts? D'ailleurs, certaines communes s'enorgueillissent de ne pas les augmenter. Peut-être qu'elles manquent de projets, je ne sais pas. Alors que la question qu'il faut se poser est plutôt pourquoi faire, c'est-à-dire pour répondre à quel défi. Si cela permet de rendre un meilleur service à nos concitoyens avec des infrastructures plus adaptées, comme l'école dont on parle beaucoup, ou une halle de sport, je préfère parler de salle de sport,
Pour moi, c'est une salle de sport, c'est pas une halle aux quatre vents. C'est une salle de sport dans laquelle on pourra faire des matchs de compétition de volley ou de basket, enfin de handball, c'est sûr. Et j'espère un jour qu'on pourra faire des compétitions de badminton, une activité qui est demandée à Chantepie depuis plus de 30 ans. Donc on parle de halles de sport, d'écoles ou d'extension de la médiathèque qui permettront un meilleur accès à l'éducation, aux loisirs, au sport et à la culture pour tous. Je trouve que là, on ne peut qu'approuver. Si cela permet d'intensifier notre engagement dans la transition écologique pour mieux nous adapter aux conséquences du changement climatique, en continuant à améliorer la sobriété énergétique de nos bâtiments et leur rénovation, nous engager dans une mobilité douce et apaisée, remettre de la biodiversité dans notre environnement et enfin, effectuer notre mutation vers l'utilisation d'une énergie décarbonée, mais sans risque pour nous et pour les générations à venir. Alors, là encore, on ne peut qu'approuver. À ce propos, je voulais juste souligner l'expression imagée, optimiser la gestion de notre patrimoine dormant. En effet, certains biens préemptés dorment depuis trop longtemps et il est grand temps de leur redonner une nouvelle destination. Si cela permet aussi d'améliorer le bien-être au travail de nos agents, tant mieux. Sur ce sujet, nous devons saluer le travail qui a été réalisé par les élus et le service des ressources humaines qui a débouché sur une modification négociée du temps de travail et sur la titularisation de plusieurs personnes de la filière animation qui se trouve ainsi renforcée et pérennisée. Et tout cela avec un taux d'endettement raisonnable et maîtrisé grâce à une politique d'achat plus locale, plus responsable et plus groupée. En résumé, je trouve que ce budget apparaît comme sincère et équilibré. Nous devons donc accepter l'augmentation des taxes qui nous est proposée, non pas comme une obligation, mais comme un choix assumé. Merci. Merci, Monsieur Caillard. Alors voilà, il y a sans doute peut-être Madame Léon et peut-être de certains élus qui ont été sollicités. Monsieur Charcot, je vous donnerai aussi la parole et peut-être qu'il y aura aussi Monsieur Rebuffi et Monsieur De Ruette pour répondre. Moi juste avant de laisser les collègues intervenir et éventuellement répondre ou commenter, effectivement augmenter les taux d'imposition, voilà, ça se fait pas de gaieté de cœur. On sait bien qu'on impacte des familles, là en l'occurrence effectivement des propriétaires, que c'était effectivement dans nos engagements de campagne, la volonté c'était de ne pas le faire. Mais après il y a une réalité qui s'impose à nous, et c'est pas faute depuis des semaines, des mois, de tourner, de faire tourner un peu les moulinettes, la calculatrice dans tous les sens, et puis de se dire comment on va continuer à apporter aux Cantepiennes et aux Cantepiens un vrai service, comment on va répondre, aux objectifs d'améliorer nos équipements communaux, à cet investissement, à des choses qui aussi s'imposent à nous. Et réellement, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc, et ces propositions d'augmentation d'impôts sont beaucoup moindres que sur les 2 précédents mandats. Je vous rappelle, 2008-2014, on était sur 11,5% et 2014-2020, c'était 12,5% sur l'ensemble du mandat. Alors c'est vrai que pour la dernière période, ça devait être pour financer l'équipement du groupe scolaire, sauf qu'il est toujours pas sorti. Et puis que quand on regarde la réalité, ça fonctionne toujours pas. Alors sauf effectivement peut-être avoir une politique moins agressive, c'est ça sur les RH. Je sais pas comment c'est entendu, je sais pas ce que vous entendez derrière, je sais pas où est-ce qu'il faut supprimer des postes.
on a actuellement beaucoup de mal pour trouver les bonnes compétences dans cette collectivité, comme dans beaucoup je dirais, d'entreprises au sens large, ou d'organisations au sens large. Et voilà, une politique de titularisation a aussi tout son sens. Donc voilà, moi je voulais effectivement m'exprimer sur cette augmentation du taux d'impôt qu'on assume, qu'on va assumer lors de ce prochain budget, mais c'est pas faute d'avoir essayé de trouver autre chose, d'autres façons de faire, et vraiment c'est pour nous une réalité que cette augmentation. Madame Orion, pour une réponse? Oui, alors je vais répondre à quelques points, on va dire, techniques, et ensuite je laisserai éventuellement mes collègues compléter s'ils le souhaitent. Donc, concernant le point de l'audit, en fait, un audit a été réalisé par le Trésor public l'année dernière. Ils nous ont laissé libre choix de le communiquer ou pas. Il se trouve qu'à ce stade, nous ne l'avons pas fait. Mais nous avons bien en main un audit et nos chiffres se basent bien sur cet audit. En tout cas, ils partent de cette base-là. Et c'est un service en fait qu'on a souhaité demander au Trésor public parce qu'ils avaient une bonne connaissance des comptes d'une part, et qu'en l'occurrence, c'est un audit de conseil qui nous a été fourni gracieusement également dans notre volonté de préserver nos coûts. Ça, c'est pour la question de l'audit. Concernant la prévision globale des recettes, évidemment, elle s'appuie sur une analyse des livraisons de logements. On discutera. Nous avons réalisé en fait une feuille macro en fait qui nous permet, avec un modèle économique, d'anticiper nos différentes recettes en tenant compte évidemment des exonérations, des décalages, des développements sociaux. Et des livraisons de logements évidemment jusqu'à 2026-2027. Voilà. On discutera à l'occasion de savoir comment on peut communiquer ça, mais les chiffres s'appuient bien en fait sur ce modèle que nous avons, sur cette feuille que nous avons modélisée. Concernant pour répondre à Monsieur David, concernant la PPI. L'état de la PPI, elle est réalisée 2020 versus 2021, et donc par rapport et la mise en perspective par rapport à ce qui est inscrit 2022 a été présentée en commission. Je ferai en sorte que vous puissiez avoir accès aux documents, mais quand nous réfléchissons notre PPI en fraude pour l'année 2022, nous partons bien en fait de cette analyse du réalisé. Et donc, de ce fait, votre remarque sur les 300 000, qui était déjà une remarque présente dans le débat l'année dernière, en 2021, je peux vous garantir que ces 300 000 ont été respectés, raison pour laquelle nous renouvelons cette enveloppe au même niveau. Et les lignes que nous mentionnons sur la rénovation de la médiathèque, la nouvelle associative, je conçois qu'elles sont évidemment dans les lignes. On peut faire en sorte de les faire apparaître de manière plus fine pour répondre à votre question, mais je vous confirme que elles sont bien à l'intérieur. Quant à avoir accès à la prospective, donc je confirme que nous travaillons toujours étroitement avec Finance Active et que nous nous basons également sur le rapport de prospective. Donc voilà, je regarderai dans quelle mesure, on discutera en interne pour voir dans quelle mesure on pourra vous faire part de ce document. On en discutera. Concernant donc le budget participatif, donc pour rappel, l'augmentation ne permet pas une augmentation des recettes commerciales de 300 000 qui serait égale au budget participe, mais bien de 1,5 million. Donc on est bien sur l'investissement, le paiement d'investissement, le groupe scolaire, la place des Marelles, qui, pour rappel, n'apparaissait pas également dans notre PPI de l'année dernière. Nous avons une revue, et peut-être Monsieur Bobuchy pourra l'expliquer de manière plus détaillée. Une revue du budget ZAC nous a permis en effet vraiment de remettre à jour tous ces investissements attendus, entre autres sur la ZAC Cœur de Ville, ce qui justifie entre autres la grande nouveauté par rapport à l'année dernière, et ce qui justifie entre autres la nécessité d'une augmentation. Il est vrai que cette partie-là n'apparaissait pas
dans le budget la PPI de l'année dernière et c'est un peu l'investissement supplémentaire qui nous a fait, on va dire, basculer dans une autre politique fiscale. Voilà. Concernant votre remarque sur la capacité de désendettement, j'y souscris. Je veux dire, ça peut être une marge de manœuvre. Alors, on l'avait présenté comme ça pour que ça soit lisible. Maintenant, en fait, on peut montrer les choses autrement. Nous avons eu cœur aussi de maintenir sous contrôle les annuités à verser par la commune. Ça signifie que nous avons à cœur de maintenir notre capacité d'autofinancement en ne voyant pas s'envoler le montant de ces annuités. Donc, c'est pas tant le critère des 10 ans qui nous a guidés que ces niveaux d'annuité. Et si vous regardez sur la page suivante, je crois, vous arrivez à des niveaux d'annuité, qui reviennent sur la courbe verte, qui en 2026 reviennent à un niveau qui était celui précédent, en fait, les investissements dont nous parlons. Et cette régularité des annuités nous garantit en fait de dégager, en tout cas, d'essayer de préserver au mieux notre capacité d'autofinancement. Voilà, sur les aspects techniques, je ne sais pas si certains collègues veulent compléter mes propos. Monsieur Rebuffi. Monsieur Matulin. Juste très rapidement concernant les bâtiments communaux, donc nous avons effectivement budgété et réalisé en 2021 300 000 euros de travaux sur les bâtiments communaux. Ces 300 000 euros de travaux ont été bien sûr travaillés avec les services et optimisés avec les services. En 2022, cette enveloppe est renouvelée. Elle permet toujours de continuer à la fois et l'entretien et la rénovation partielle, comme ça avait déjà été engagé dans les années précédentes, des bâtiments d'un point de vue énergétique. Nous avons aussi découvert et dû mettre en place les travaux sur le cimetière qui n'étaient pas budgétés initialement. Donc ça représente 300 000 euros sur les années 2021 et 2022. Et nous mettons en place aussi l'année dernière et poursuivons cette année la mise en œuvre d'audits justement énergétique sur les bâtiments communaux, afin de pouvoir mettre en œuvre dans les années à venir une politique plus globale de rénovation énergétique des bâtiments. Merci. Monsieur Rebuffi. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors pour répondre peut-être dans l'ordre à Monsieur Kerbeuf qui est intervenu le premier, oui, j'avais souligné l'an dernier le fait que nous n'avions pas augmenté les impôts, mais croyez bien que si nous avions pu le faire encore cette année, nous l'aurions fait. On se retrouve aujourd'hui avec une conjoncture nouvelle. Je crois que ça aura échappé à personne, que l'inflation, on n'en parlait pas depuis 20 ans. L'inflation, elle est bien réelle, elle est réelle sur l'ensemble des produits que nous consommons et elle est réelle sur toutes les fournitures, le fonctionnement de cette mairie. Elle est plus que significative sur les fluides. Madame Aurion l'a souligné tout à l'heure. Et donc ça, ce sont des incertitudes qui arrivent aujourd'hui et d'où la nécessité d'adapter notre prospective et nos budgets. Donc voilà, juste pour vous dire que si on avait pu l'éviter, bien entendu, on l'aurait fait. Deuxième chose sur la contribution pour Monsieur David, contribution complémentaire ZAC Centre-Ville, on va en parler tout à l'heure. Et Monsieur David, vous demandiez à ce qu'il y ait un budget total sur le nouvel équipement au bocage que vous aviez initié. Je voudrais juste rappeler que cet équipement, dans ce que vous aviez prévu, aujourd'hui, il devrait être livré cette année, en 2022. Et juste pour éclairer que lorsqu'on prend des investissements comme ça, souvent les projets se décalent dans le temps. Et là, heureusement qu'on a pris le temps, nous, d'évaluer du coup la nécessité et l'urgence de cet équipement, parce qu'on aurait aujourd'hui en 2022 une nouvelle école, certes, mais avec peu d'élèves à mettre dans des salles. Donc tout ça pour expliquer que lorsqu'on crée, on se projette comme ça sur l'avenir dans cet exercice, on a, vous le savez bien, des certitudes, la certitude que
le budget de fonctionnement aura du mal à baisser. On a anticipé quelques augmentations. Les fonctionnaires n'ont pas été augmentés depuis 5 ans, je crois. Donc ça, à un moment donné, ça arrivera bien. Alors, avec une inflation qu'on a aujourd'hui, légitimement, on aura à faire à cette dépense. On a des incertitudes donc sur l'inflation. On a aussi dans cette perspective des objectifs. L'objectif, il a été souligné, c'est de rester sur les 10 ans de capacité de désendettement. Alors oui, peut-être que de passer à 12 ans, ça permettra de remettre un petit peu de beurre dans les épinards, si je puis m'exprimer ainsi. Mais attention, nous, ce qu'on l'a dit, hein, Madame Mourion vient de le dire, nous, ce qui nous intéresse, qui nous guide, c'est la capacité de la commune à faire face à ses emprunts pour garantir un budget sérieux. Et puis, vous le savez, de nombreux projets d'investissement se décalent souvent dans le temps. On le voit cette année, nous avions prévu une épargne brute qui finalement, pour 2021, qui finalement est plus, je l'avais dit déjà l'an dernier, si vous vous souvenez bien, dans ce même débat, finalement, notre épargne brute et même l'épargne nette est supérieure à celle que nous avions prévue. C'est une bonne nouvelle. Et si certains investissements se décalent dans le temps, ben on réévaluera. C'est aussi l'objectif de cette prospective. C'est aujourd'hui, on se fixe des objectifs à 4 ans, on prévoit des investissements nouveaux. Et ça, c'est pas rien quand même. Et si on a une marge qui se dégage en fin de mandat, bien entendu qu'on pourra accélérer telle ou telle politique d'investissement. Merci. Monsieur Charkaoui, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je trouve personnellement que l'augmentation du taux de la commune dans la taxe foncière est très modérée au regard de l'inflation qui perdure et qui touche les matières premières. C'est une augmentation très modérée, d'autant plus qu'elle ne tient pas compte, et je ne veux pas être alarmiste, de la situation de guerre en Europe. Les économies seront impactées à coup sûr par une nouvelle augmentation de l'inflation. Malheureusement, il s'agit de situations imprévisibles qui ne peuvent être anticipées, mais qu'il faut subir. En bon père de famille, j'imagine si je dois subir une inflation forte sans augmentation de salaire. Cela engendre une perte de pouvoir d'achat. Ce qui est valable pour une famille l'est pour une commune. Pour compenser la forte inflation, il faut des recettes supplémentaires, c'est mécanique. Merci. Merci. Oui, Monsieur Dorbec, intervenez. Oui, je vous remercie. Moi, je voulais revenir sur la philosophie du budget participatif. En fait, c'est une réponse au désir très fort des citoyens de prendre part aux décisions publiques. Alors, on n'utilise pas une bande passante d'agents qui se tourneraient les pouces. Non, l'idée, c'est que ces 50 000 euros, ce ne sont plus les élus qui décident de leur affectation, mais les campiens. Les campiens qui ont proposé et voté un certain nombre de projets. Par exemple, les constructions végétales que l'on voit dans la coulée verte. En somme, c'est une façon de rendre le pouvoir de choisir des élus vers les citoyens. Et ça n'est pas une augmentation de la charge, mais un transfert du choix de leur affectation. La parole pour poursuivre juste peut-être sur aussi du budget participatif. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on supprime pour pouvoir, voilà, comme vous avez fait le lien très direct avec la hausse du taux d'impôt, voilà, ça permettrait effectivement d'annuler le budget participatif et d'annuler le taux d'impôt. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça qu'on souhaite. C'est pas comme ça qu'on souhaite le voir. Effectivement, c'est une vraie nouveauté sur cette commune et sur les mandats précédents et c'est tout à fait normal. Vous aviez fait des aménagements, je pense au skatepark, qui voilà. Et ben c'est qu'on donne le pouvoir aux habitants qui avaient un budget, qui faisaient travailler les services techniques, c'est pareil avec le budget participatif, sauf que c'est pas un bureau municipal qui dit à un moment donné, nous on veut faire tel équipement, mais c'est bien les habitants. Et effectivement, on fera sans doute moins de
d'aménagement d'autres types en privilégiant ce qui va monter des habitants par ce budget participatif. Donc non, c'est pas non plus un surcoût, c'est aussi un budget qui aurait été sur nos aménagements, sur l'espace paysager, quand on va installer, quand on va renforcer la canopée, faire une forêt Miyawaki, c'est des plantations qu'on aurait sans doute pu faire par ailleurs. Sauf que là, il faudrait voter. La décision, elle vient des habitants. Madame Gourin ou Monsieur David, vous souhaitiez réintervenir avant Madame Gourin. Oui, alors je profite de votre intervention sur le budget participatif. Je ne pense pas avoir dit, je ne me suis pas réécouté, mais je ne pense pas avoir dit que nous manifestions une quelconque opposition au budget participatif. Je souhaitais simplement qu'il y ait plus de transparence, non seulement sur les coûts d'investissement qu'on a bien compris, c'est de 50 000 euros par an, mais aussi les coûts de fonctionnement. Et de toute façon, je pense, mais à vous de nous le démontrer si vous avez l'information, qu'on parle plus d'un budget de 100 000 euros par an et pas de 50 000 euros par an. Voilà, c'était l'objet de la remarque était là, c'était par transparence, ce qui m'amène d'ailleurs à une remarque de transparence, parce que j'ai évoqué le fait qu'on puisse avoir accès à la prospective de finances actives. Je pense que dans cette prospective, en particulier, on trouvait des éléments qui permettaient d'avoir un éclairage plus explicite sur justement l'ensemble des investissements qui étaient prévus, les évolutions de recettes par rapport, par exemple, aux évolutions du nombre de logements. Enfin, il y avait un certain nombre d'éléments assez objectifs qui permettaient de crédibiliser la PPI. D'ailleurs, sur la PPI, revenez au transparent numéro 26. Je suis désolé, mais comment est-ce que le conseil municipal peut avoir une bonne idée de ce que représente la perspective d'investissement lorsqu'il y a à peu près les 2/3 uniquement des montants qui sont exprimés, enfin des montants qui sont proposés. Je prends la colonne 2022. On a en investissement récurrent 1 169 000. Qu'est-ce qu'on voit apparaître comme ligne équivalent de 700 000 euros? Où sont les autres? Comment est-ce que vous pouvez nous présenter une PPI dans laquelle il n'y a même pas la transparence sur la perspective d'investissement? Je veux dire, je comprends pas. Enfin, je suis un peu aguerri à la finance, donc je soupçonne ce qui se cache derrière. Je soupçonne que la ligne bâtiment, elle est de 300 000 euros, elle est aussi derrière ça. Mais enfin, mes collègues qui sont là, qui sont nouveaux dans la municipalité, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'on leur raconte sur la prospective d'investissement? Ils n'ont même pas l'information en clair. C'est dans ce sens-là que j'exprimais mon commentaire. Je pense qu'il faut quand même qu'à un moment donné, vous preniez les conseillers comme des gens responsables, qui sont capables de lire des tableaux et qui sont capables de se faire une opinion objective sur ce que vous nous présentez. Donc effectivement, je n'étais pas à la commission finance, mais à la commission finance, j'ai eu le rapport. Il n'est pas plus explicite que ça. La seule ligne qui a été rajoutée, je crois, c'est la ligne des bâtiments, les 300 000 euros. Mais tout le reste que vous avez évoqué, c'est pas exprimé, c'est pas dans vos transparents. Donc quand je dis que ce serait quand même raisonnable que vous puissiez informer le conseil municipal de cette démarche de réflexion prospective qui est souvent en plus accompagnée par finance active, je ne demande rien de plus qu'une certaine transparence sur l'exercice. Après, on a des débats politiques, des débats sur le niveau d'endettement, des débats sur l'épargne, sur les taux d'emprunt, enfin, sur la fiscalité, sur des choix. On peut faire effectivement des débats, mais au moins qu'on puisse avoir accès à l'information. Or là, cette information, elle n'est pas claire, elle n'est pas explicite. Donc voilà, je pense que même la contribution à la ZAC du centre-ville, je pense qu'elle fait partie de votre PPI aussi. Mais elle n'apparaît pas là. Or, pourtant, elle est un facteur d'investissement aussi. C'est-à-dire que si vous rajoutez, on est à 1,5 million d'euros, si vous rajoutez 500 000 euros à financer, il faut qu'elle puisse apparaître dans la PPI. Ben oui, mais on en revient à l'analyse du ROB, on en revient à je dirais, vous n'apportez pas l'information, en tout cas pas une information suffisamment éclairante pour que les conseillers municipaux puissent bien saisir et appréhender les enjeux que vous avez évoqués. Et on souscrit aux enjeux que vous évoquez. Alors, on sait bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas simples à gérer dans la commune. Et pour qu'on puisse apprécier à leur juste valeur les choix politiques que vous faites, encore faut-il que vous ayez une expression un peu plus claire, un peu plus transparente de ce qui vous a guidé, de ce qui vous amène à faire ces choix-là. Alors, concernant les 300, je suis désolée, c'est une erreur du tableau.
En effet, le tableau de la commission fait apparaître la ligne et donc ce qui Oui, mais explique que les le autres, total. elles sont où, les autres lignes? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a possibilité de déclarer. Cela dit, quand vous présentiez la PPI, vous ne présentiez pas plus que ça et ces détails ne figurent pas non plus dans le rapport de finances actives. J'ai pas de problème à les faire apparaître. Je peux dire que c'est quelque chose qu'on peut fournir, mais Je suis désolé, mais les nouveaux investissements comme ceux que vous aviez évoqués, par exemple, sur une nouvelle maison associative, c'était dans notre PPI. Ça faisait partie de la rubrique des nouveaux investissements. C'était dedans. Si c'était pas dedans, c'était dans une enveloppe qui était nouveaux investissements sans qu'ils soient fléchés, puisqu'on n'avait pas forcément le fléchage. Je suis désolé, je peux vous ressortir les reports de finances actives, je peux vous ressortir nos DOB précédents. C'était très explicite. Le taux d'investissement, il était couvert dans sa totalité. Parce que c'est ça l'Europe, c'est le débat sur la politique d'investissement. L'orientation budgétaire, ça passe par une expression explicite de votre politique d'investissement par rapport à votre programme. Merci, monsieur David. Alors, moi, ça m'évoque effectivement des débats passés dans d'autres circonstances où j'étais dans la minorité, où effectivement ce débat sur la transparence, on l'avait également. Donc, il faudrait que vous preniez et qu'on prenne les éléments du conseil municipal. Alors, effectivement, sur cette enveloppe, oui, il y a une erreur. On le reconnaît. Alors qu'on réajuste. Alors après, détailler dans le détail, enfin voilà, vous parliez de cette salle associative, oui, on va installer, on va mettre des toilettes dans cette salle, c'est pour ça qu'elle va être autonome, qu'elle pourra être mise aux associations. Est-ce qu'il faut qu'on fasse apparaître toutes ces lignes-là? Je crois pas, enfin qu'on aille dans ce détail-là. Je lis le projet de nouvelle salle pour les associations. Je dis pas des toilettes dans une salle associative, je lis une nouvelle salle pour les associations. Oui. C'est le CCAS. Oui, non mais et c'est pour ça aussi que il a lieu, parce qu'on peut pas dire commission dans cette commission finance qui est animée par Madame Moreau, il n'y a pas de l'échange. Ces débats et ces échanges-là peuvent être tout à fait il peut être apporté. Et juste rapidement, donc la contribution d'acteurs de fil, elle apparaît en fonctionnement et non pas en PPI. Je vous donnerai la parole, monsieur et Madame Gourin qui avait la parole avant. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Moi je souhaitais pour ma part revenir sur les dépenses de fonctionnement et notamment l'augmentation des charges de personnel pour le service éducation-animation qui était donc au budget de l'année dernière et qui ont été reconduites pour cette année. Dans nos engagements de campagne figurait l'amélioration de la vie des Cantepiens. Je tiens à souligner que les familles cantepiennes avaient un besoin, c'était un besoin de garde pour leur enfant le mercredi. Et depuis 2020, donc nous sommes en 2022, depuis 2020, c'est pas moins de 30 places qui ont été créées sur nos différentes structures. Donc ces 30 places, bien évidemment, se retrouvent dans les hausses de charges de personnel. De même, nous nous étions engagés lors de la campagne à favoriser la réussite pour tous. Donc à la rentrée 2021, c'est l'accompagnement aux devoirs pour les CP qui a été mis en place en petits groupes. Ce dispositif sera étendu cette année au CE1 et au CE2, donc plus vite que nous l'avions anticipé. Je pense que ce sera apprécié des familles. Et aux ateliers sportifs déjà existants, nous avons ajouté des ateliers culturels pour justement démocratiser l'accès aux activités culturelles et à la pratique culturelle. Je tenais à illustrer ces deux exemples pour que tout le monde ait en tête à quoi correspondent ces hausses de charges de personnel. Merci. Monsieur Leblanc. Oui, sans revenir, sans relancer le débat sur le budget participatif, juste dire que on l'avait proposé aussi. Donc on va dire que de quelconque manière, on n'ait plus exprimé une quelconque réserve sur ce budget participatif. Mais quand vous en avez parlé, monsieur le maire, après avoir reconnu qu'il y avait une erreur dans le diaporama, je pense que vous avez commis une erreur aussi. Parce qu'en fait, vous avez comparé aux projets qui sont issus du budget participatif le skatepark qui aurait été décidé par un bureau municipal.
je pense que dans le mandat au cours duquel le skatepark a été décidé, on était sans doute dans un des projets les plus participatifs qui soit, puisque je rappelle que l'initiative du projet de skatepark, c'est le conseil municipal des jeunes. J'en profite pour rappeler que c'est nous qui l'avions créé. Donc, j'entends qu'on puisse avoir des débats, qu'on puisse vouloir faire dire à Yvonique David ce qu'il n'a pas dit sur le budget participatif, mais si on pouvait éviter de donner des arguments qui sont faux et erronés, je pense que ça relèverait le niveau des débats dans cette enceinte. Je vous remercie. Merci. Alors, je parlais du skatepark à dessein, parce qu'effectivement, je savais que c'était aussi, enfin, quand ce projet est sorti, qu'il émanait du CNJ et puis des demandes que vous aviez de jeunes sur la commune, et que ce choix-là, il avait aussi amené les services à travailler, enfin, au-delà du coût même du skatepark et des agrès sur ce parc, il y a un coût de fonctionnement qui est porté par des agents, par un service, et qui a des coûts induit un impact, et donc non, je pense pas qu'on multipliera par deux le coût total du budget participatif, mais voilà, c'est un travail qu'on pourra essayer de faire. C'est toujours très très compliqué, parce que oui, il y a de la communication sur le sujet, et puis ça prend un peu de temps au service communication, mais comme on communique sur tous les projets communaux, donc c'est un travail qu'on pourra essayer peut-être d'approcher. Enfin, on en reparlera avec Madame Mourion, comment on peut, et puis le service, comment on peut objectiver ça. Monsieur Rousset. Oui, je vais juste aller dans le sens, dans la marque de Monsieur David, parce que diapo 29, vous mettez les investissements importants, ambitieux, et dedans il y a la salle pour les associations, et qu'on ne retrouve pas dans le tableau. Alors que vous mettez dans votre tableau sur les investissements un logiciel RH de 20 000 €. Alors je ne sais pas le coût de la salle, si vous avez une idée. De nous communiquer. Pas là, je pense, Monsieur Matoulin, non, mais on pourra aussi faire ce travail-là. Enfin, pas de souci derrière pour répondre, en faire se peut aux besoins. Mais oui, des interventions sur les salles. On va intervenir sur la maison pour tous. On intervient sur cette future salle qui va pouvoir être mutualisée entre le CCAS et les associations la salle qui jouxte le PAE et le CCAS. Voilà, il y a le projet de transfert de la ludothèque qui va nécessiter des aménagements. Enfin oui, voilà, il y a un travail qui pourrait être fait de détailler ces lignes-là, bien évidemment. On clôt ce rapport d'orientation budgétaire. Je vous remercie des contributions, et puis on va se retrouver pour échanger effectivement sur la prochaine étape là dans voilà, à la fin du mois, le 28 mars, pour justement voter le budget et l'évolution des taux. Je vous remercie également quand même pour la qualité des échanges. Je vous propose de poursuivre ce conseil municipal, et on passe sur le secteur jeune c'est sur les grilles tarifaires 2022 et des précisions qui vont être apportées par Madame Mourion. Donc, pour rappel, la grille tarifaire 2022 a été adoptée lors du Conseil de décembre 2021. Et lors de ce débat, en fait, nous sommes aperçus que tout n'était pas clair. Donc, cette nouvelle soumission de la grille tarifaire consiste essentiellement de la clarification. Aucun prix et aucun tarif n'ont été bien évidemment changés. Donc, les tarifs adoptés de l'accueil ne figuraient pas dans la colonne 2022. C'est-à-dire que nous manquait en fait un calcul. Nous avons profité pour remettre correctement les tarifs liés au périscolaire pour être en ligne avec la demande de la trésorerie, et nous avons pris également en compte la remarque de la minorité sur le manque de lisibilité de la grille tarifaire concernant les tarifs, et nous avons également
remis les augmentations comme discuté lors du Conseil. Donc, il n'y a encore une fois aucun changement sur les tarifs en tant que tels. Il s'agit d'une modification de format. Donc, Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Oui, Madame Moinet-Panvaux. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme vous venez de le dire, Madame Dion, nous nous félicitons d'être intervenus lors du conseil municipal de décembre par l'intermédiaire de Monsieur David, que nos remarques ont permis d'apporter des clarifications et des tarifs. Merci à vous. Je vous propose d'approuver cette reconduction de tarifs pour 2022 permettant de compléter la grille tarifaire. Pardon, Monsieur Leblond. Juste une explication de vote, parce que nous avions voté contre les tarifs. Alors évidemment, comme l'a dit Vanessa, nous nous réjouissons de la prise en compte de nos remarques, mais cela dit, nous ne voterons pas pour, puisque ça serait de revenir à valider les tarifs tels qu'ils ont été votés en décembre. Très bien. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette reconduction de tarifs pour 2022 permettant de compléter la grille tarifaire si annexée. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Bien. Et donc voilà, donc toutes les autres personnes présentes approuvent cette reconduction des tarifs. Je vous remercie. Secteur jeunesse. Donc là, c'est action d'autofinancement menée par les jeunes, acceptation de dons assortis de conditions. Donc c'est Madame Gourin ou Madame Rouillon? D'accord, Madame Rouillon. Donc voilà, il s'agit de la partie financement de la partie jeunesse, raison pour laquelle cette délibération me revient. Donc les jeunes fréquentant le secteur jeunesse ont émis le souhait de mener des projets pour lesquels ils pourraient être amenés à mener des actions dans le but d'obtenir de l'autofinancement. Donc cet autofinancement servirait soit à acheter du matériel pour le local, soit à agrémenter les séjours du service jeunesse, soit avoir des réductions sur la participation des familles de séjour. Quand on parle de financement, il s'agit d'actions habituelles telles que vente de gâteaux, emballage cadeaux, toutes les actions qu'on peut voir usuellement sur l'espace public. Donc ces trois objectifs énumérés ci-dessus constitueraient les conditions assorties aux dons provenant des actions d'autofinancement menées par les jeunes. Donc, il nous est obligatoire en fait d'expliquer en fait ces démarches, de la tracer et de bien de la cadrer afin qu'elle soit recevable auprès du Trésor public. Donc, raison pour laquelle nous vous présenterons ce soir cette délibération pour clarifier en fait cette action. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Non, je vous propose de passer au vote. Des membres du conseil municipal est sollicité sur ce projet d'acceptation de dons assortis de conditions. Le conseil municipal étant compétent pour statuer sur les dons et l'aide à la commune, selon l'article du L222-42-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, qui s'oppose, qui s'abstient, c'est l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au bilan actualisé au 31 décembre 2021 des opérations d'aménagement